Bonjour, mesdames, messieurs, chers amis. Bonjour à ceux que je connais et à ceux que je ne connais pas. Je vais commencer par vous introduire le livre, non pas de façon théorique, mais de façon un peu historique. Je vais vous dire un peu mes rencontres professionnelles, avec les thèmes que j'évoque dans mon livre. La première rencontre, évidemment, quand je suis rentré dans ce ministère, j'étais de la petite équipe qui a préparé le rapport pour le 6e plan. On avait des objectifs assez simples. Il fallait doubler les surfaces urbanisées pour se préparer à doubler la population. C'est à peu près les ordres de grandeur qu'on a tenus, aussi bien pour le parc de logement certainement, pour ce qui est immobilier, tertiaire, équipement, infiniment plus. Donc l'objectif était simple, il fallait construire, répondre à la crise du logement, et pour ça, il y avait un seul slogan, pas deux, ouvrir l'espace, des services de l'espace, encourager la mobilité. Voilà, et ça, bon, je l'ai fait un peu sur le plan théorique au niveau central, avec Maillet et consorts, et après, je l'ai fait de façon plus concrète sur le terrain dans le département des Yvelines, en essayant de mettre au point un certain nombre de postes pour calmer l'urbanisation là où il le fallait et pour la pousser là où il le fallait. À la fin, je dis qu'on en était à un rythme de 12 000 logements construits par an, alors que maintenant, c'est tombé, je crois, à 3 000 à 4 000. Non. L'ensemble des villes de France était à 100 000. Bon, maintenant, elle tourne à 50 000. Donc, on savait construire et on savait, je crois, de façon honorable. Alors après, je me suis occupé un peu d'autres choses. J'ai notamment été directeur adjoint à la protection de la nature pendant 4-5 ans, donc pour voir les choses sous un autre angle. Et quand je suis revenu au PUCA, en 1994, j'étais un peu étonné de ce que j'entendais. Et avec mon ami Geneviève Duboitaine, on était un peu étonné des discours sur la ville. On parlait de la ville émiettée, la ville souffrante, la ville... Bref, un long vocabulaire de déploration. Il y avait Françoise Choët qui pleurait en chef, la pleureuse en chef, sur la mort de la ville et de la vie de l'urbain. On s'est dit, c'est quand même pas possible de pleurer à ce point-là sur la ville, parce que quand on se balade, on voit plein de choses dynamiques, plein de gens sympathiques, plein d'idées neuves. Il suffit d'ouvrir les yeux. On a décidé de faire une recherche là-dessus. Alors cette recherche, on a pris effectivement des méthodes un peu énergiques. Pour éviter de tomber dans les idées reçues, on a dit on fait une recherche, interdiction de faire parler des chercheurs qui tombent dans le vocabulaire reçu. On a dit les gens qui connaissent la ville, c'est les gens qui gagnent de l'argent dans la ville. Donc on a fait parler des lotisseurs, des banquiers, des gars qui créent des supermarchés, etc. On a fait des séminaires là-dessus. On a cherché un titre et on appelait ça la ville émergente, la ville qui émerge, la ville émergente, pour dire qu'il y avait peut-être un nouveau modèle qui émergeait. En plus, on expliquait même que les gens faisaient leurs courses au supermarché. Alors c'était des hurlements pas possibles de tout le monde. Je me suis insulté dans des livres, j'ai pratiquement fait foutre à la porte. Mais en regardant de plus près avec le recul, parce que j'ai quand même conservé quelques pièces, je me suis aperçu que ce qui avait mis les gens le plus en rage, c'est qu'on disait maintenant il y a la ville au choix. Les gens peuvent choisir, la ville au choix. Et un directeur adjoint de la DAU, comme ça s'appelait à l'époque, m'a dit la ville au choix, Hitler est venu au pouvoir par le suffrage universel. C'est ce qu'on appelle l'argument Goodman, qui est bien connu. Dès qu'on dit quelque chose qui déplaît, hop, on soit Hitler, les SS, enfin bref, c'est absolument rodé dans la dialectique des milieux intellectuels parisiens. Donc ce thème de la ville au choix avait rendu les gens littéralement hystériques. Alors après, le ministre Besson est arrivé, il a voulu parler un peu d'urbain. J'étais le réunion de cabinet, j'ai prononcé le mot ville émergente. Le directeur de cabinet a émis une pensée extrêmement profonde, que je connaissais depuis longtemps. Il m'a dit, à propos de la ville émergente, je dirais Burke. J'ai trouvé que c'était une pensée extrêmement synthétique, donc je me suis tenu un peu à l'écart. Alors après, on s'est mis à discuter de la loi SRU. Le directeur virgule adjoint au directeur général a dit il faut faire une loi anti-ville émergente. J'étais un peu surpris parce que si la recherche décrivait le réel, qu'est-ce que c'est qu'une loi contre le réel? Et un président de section du Conseil des ponts m'avait dit Olivier, splendide recherche, mais résultat que je déteste. Mais qu'est-ce que c'est qu'un résultat qu'on déteste? Si la recherche est mauvaise, le résultat est faux. On dit mauvaise hypothèse, mauvais corpus, mauvaise interprétation. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne recherche dont on déteste le résultat? Ça provient qu'on est dans l'idéologie à l'état pur. Voilà. Et enfin, en arrivant au Conseil des ponts, parce qu'au bout d'un certain temps, on arrive au Conseil des ponts,
quelqu'un m'a dit, Olivier, rappelle-toi, on ne t'a jamais pardonné la ville émergente. C'est à peu près, il y avait 20 ans de décalage, j'avais pas oublié ce truc, mais hop, j'avais dû remettre en cause une doxa. Donc évidemment, au Conseil des ponts, j'étais dispensé de tout travail, de toute mission concernant l'aménagement. J'étais complètement tricard. Donc, bon, comme il faut s'occuper un peu dans la vie, j'ai réfléchi un peu par moi-même, ce qui est dramatique toujours, et j'ai travaillé sur le logement. Donc voilà comment. Puis après, continuant à entendre un salon de conneries, il y a beaucoup de mots, et puis bon, j'ai commencé à écrire quelques articles, où à un certain temps, des amis m'ont dit, essaye d'en faire un livre. Redéfinir le sens des mots et partir du réel. Puisqu'on ne peut pas parler des choix des personnes avant, parce qu'il y a trop de biais, on va regarder les choix effectifs des personnes, en interrogeant ce qu'elles ont fait, en regardant ex post quels ont été les choix, au lieu de passer son temps à raffiner les discours ex ante. Le latin est une langue parfois commode. Donc ça revenait en gros à écrire les dynamiques résidentielles, en France depuis 1945. Donc en gros c'est ça que j'écris. Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors après, bon, j'ai un certain nombre de tableaux, et ma conclusion, c'est que, bon, pour le logement, c'est les gens qui décident. Ils le payent. Bon, ils sont parfois un peu aidés par l'APL, mais en gros, il y a 80-100 milliards chaque année qui se mettent dans le logement. L'État on met 30 à 60 milliards, c'est les gens. Ils les payent donc, ils décident. En plus, le législateur, en 1977, a affirmé le principe de l'élection de domicile. Les gens choisissent leur domicile et on fait l'APL pour les aider. Deuxièmement, en régime démocratique, c'est que les gens, ils élisent leurs dirigeants. Ils élisent le maire, les députés, etc. Donc, in fine, la politique réelle ne peut pas être très différente de ce que veulent les gens. C'est donc bien les gens, dans leur choix personnel, qui pilotent l'urbanisation. Alors après, le grand biais que j'ai vu dans tous les discours depuis 68 sont très impressionnés par la doctrine d'Alonso, Castel d'Alonso, la ville productive. Bon. Mais comme je l'ai fait remarquer récemment à des amis du Front de gauche, tout à fait traumatisé par ce livre, j'ai dit au fond, la densité, ça marche très bien pour le grand capital. Le grand capital à New York, à Hong Kong, ici à la Défense. Mais est-ce que ce qui est bon pour le grand capital est forcément bon pour la vie quotidienne des gens? Ça peut être bon pour les actifs, mais quand les actifs sont mariés, qu'ils ont des enfants, ou qu'ils ont des enfants sans être mariés, est-ce que c'est bon pour les enfants, qui sont des êtres vivants, même s'ils ne votent pas? Alors, ils ne votent pas, mais les parents savent prendre en compte les désirs des enfants et les besoins dont ils sont satisfaits quand ils votent. Quand un maire voit les parents d'élèves contre lui, il sait qu'il est foutu. Et donc, on voit bien qu'il y a tout un volet qui est les demandes des gens relatifs à leur vie privée, qui n'étaient absolument pas pris en compte dans les théories urbaines, qui font l'apologie de la densité, de la sapidité et de la productivité des villes. Donc je me suis dit, au fond, est-ce qu'on ne peut pas essayer de réinterpréter toutes les données, tout le corpus de données que j'ai, en partant de l'hypothèse que l'urbanisme résidentiel est décidé par des considérations de vie privée et que le reste s'y adapte. Et aux surprises, ça a marché. Ça a marché. En regardant bien, j'ai essayé donc de voir les critères de décision des gens, parce que les gens décident. J'ai trouvé 4 critères de décision, c'est assez simple. Le premier critère, c'est ce que j'appelle le confort. Le confort au sens de l'INSEE, hein. C'est-à-dire il faut de l'eau, il faut, et si possible, de l'eau et des douches, voire même en zone urbaine, de l'eau, des douches et le chauffage central. Pour les plus jeunes d'entre vous, je vous signale qu'en 50, il y avait 25% simplement des résidences principales en France qui avaient l'eau courante. C'était un luxe. Donc la première demande, c'était les sanitaires à l'anglaise, on disait, tellement c'était curieux d'avoir des chiottes chez soi. C'était ça. Et en 70, il y avait la moitié du parc qui était comme ça. Et donc il y a eu dans les années entre 65 et 75, notamment avec l'ordonnance sur le renouvellement urbain la rénovation urbaine de 1958, on arrivait jusqu'à démolir 150 000 logements par an. Il y avait des arbitrages
infiniment plus violent que les 30 ou 40 000 dont on parle aujourd'hui. Ça, c'est le confort spatial. Le deuxième confort, je l'appelle le confort domestique. Il y a un indicateur extrêmement simple, correctement documenté depuis longtemps, c'est le nombre de pièces par habitant. Le nombre de pièces par habitant, en 1970, il était de 1 pièce par habitant. Aujourd'hui, par habitant, il est de 1,6. Avec une petite différence, il est plutôt de 1,65 hors Île-de-France et 1,35 en Île-de-France. Et ce critère de confort domestique est assez fort. J'ai été très surpris, en regardant des chiffres des grandes agglos comme Bordeaux, Lyon, Toulouse, de voir qu'il était respecté. 1,6 au centre de Bordeaux, 1,6 dans la périphérie. 1,6 dans le centre de Lyon, 1,6 dans le périurbain, etc. Et ça, évidemment, ça se croise avec la taille de la famille. On voit bien, les jeunes enfants naissent en ville, mais dès qu'il y a le second, il y a fortiori le troisième, on souhaite avoir plus de pièces et on va plus loin, on va ailleurs. Donc ce critère du confort domestique explique beaucoup de choses. D'ailleurs, les villes, en ce moment, se spécialisent en gros sur les appartements de 60 mètres carrés. La moyenne pratiquement ne bouge pas depuis 30 ou 40 ans. Et hors ville, périurbain et rural, ça tourne autour de 130 et 140 mètres carrés. Là aussi, c'est en gros stable. Aux erreurs statiques près, aux définitions toujours changeantes près. Troisième confort, j'appellerais le confort spatial. Donc le confort domestique, c'est le confort pour soi-même. Le confort spatial, c'est l'espace où on se dispose. Quand on habite une maison ou un appartement, ça revient au même. Il y a l'assise du bâtiment dans lequel on est. Puis autour, il y a l'espace pour y arriver. Puis quand on se balade, il y a les trottoirs qui peuvent être plus ou moins larges, plus ou moins plantés. Puis après, il y a des écoles. Les écoles peuvent être insérées dans le bâti existant ou les écoles peuvent avoir des cours. Et puis vous avez des endroits où les enfants, notamment les jeunes enfants, peuvent se dégourdir les jambes. Bon, et tout ça, ça donne ce que j'appelle le confort spatial. Alors, je m'étais posé également la question, quand j'emmenais mes petites filles faire de la trottinette et qu'elles avaient des moments de pur bonheur, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces théories urbaines qui ne prennent pas en compte le bonheur des petites filles faisant de la trottinette? Bon, ben, ce sont bien des théories urbaines axées uniquement sur la production économique, mais qui oublient le bonheur individuel et des enfants qui sont comme des êtres humains, même s'ils ne votent pas et s'ils ne produisent pas d'argent, et voir le plaisir des parents ou des grands-parents qui les accompagnent. Et donc, ce critère de confort spatial, j'ai regardé des choses d'un peu près, et là, ce qui m'a déterminé à l'avancer, c'est l'autre phénomène extrêmement clair, avec des comparaisons uniquement européennes, parce que ça suffit déjà, sur le plafonnement de la densité résidentielle dans les villes. En France, j'étais arrivé à un plafonnement de la densité résidentielle autour de 4 000 habitants par kilomètre carré. C'est le chiffre qu'on trouve dans les villes nouvelles qui sont parties, Évry-Cergy, qui sont parties de champs de betteraves à 95%, mais c'est ce qu'on trouve également dans les développements à Montpellier, à Mantes, à Lyon, à Grenoble, partout. Toutes les densités supérieures à 4 000 habitants du mètre carré ont eu tendance à descendre, et les autres, ça montait. J'étais assez étonné par ce résultat, mais en écrivant ce livre simplement, j'ai découvert qu'il y avait une chercheuse française qui avait fait la comparaison sur l'ensemble des villes d'Europe. Elle avait débouché sur exactement le même résultat. Il n'y a pas d'augmentation de la densité. Il n'y a pas d'augmentation de la densité en fonction de la taille des villes. Alors on est un peu plus dense, c'est 4 000 habitants par kilomètre carré. C'est en gros les villes autour de 500 000 habitants. Quand on arrive à 1 ou 2 millions, bon, en France, on est plutôt, on est un peu plus élevé, on est vers 5 000, 6 000. Donc, il y a bien une exigence de terrain au sol par mètre carré. Ce chiffre des 4 000 habitants par mètre carré peut vous paraître faible pour ceux qui ont fait de l'urbanisme opérationnel. En fait, si on prend une ville un peu dense, la partie résidentielle pour l'habitat, c'est pas plus que le tiers de la ville. Dans une ville un peu dense, vous avez 1% de non bâti, le fleuve, les escarpements, les forêts. Vous avez à peu près 20% de grands équipements. Vous prenez les gares, les universités, les hôpitaux, etc.
Et le reste, c'est à peu près moitié résidentiel et moitié activité bureau-école. Donc, bon. Alors, si vous prenez 30%, enfin, vous êtes capable de faire les calculs vous-même, ça débouche sur des densités opérationnelles, selon la typologie, entre 60 et 100 logements à l'hectare. Ce sont des densités opérationnelles que n'importe quel urbaniste sait dessiner, que n'importe quel opérateur ayant un peu de métier sait réaliser sans difficulté. Et enfin, le quatrième confort, qui est important pour les formes urbaines, s'appelle le confort paysager. Et là, je renvoie aux recherches, déjà anciennes, mais peu diffusées, de Pierre Francouser sur la dimension fractale des villes. Pourquoi les villes sont découpées? C'est le problème mathématique qui avait été posé par Langevin vers 1900 sur la longueur des côtes de Bretagne. Bon, ça dépend effectivement de l'échelle à laquelle on vit. Et donc, il dit finalement, structurellement, les villes sont découpées, le périmètre des villes est découpé. Cela se traduit par un indicateur assez simple, c'est une densité entre 1 et 2, c'est ce qu'on appelle la dimension fractale des villes. Et cette dimension est assez stable dans le temps. À Berlin, c'est la même en 1900 et en 2000. À Paris, c'est la même également entre 1900 et en 2000. C'est plus près de 2, ce que Paris est plus dense. Dans les villes nouvelles, avec une vision plus américaine et plus de routes, la densité fractale est plutôt de 1,6, à Milan, etc. Il y a donc une densité fractale des villes qui s'explique assez bien. Les personnes en ville, on peut simuler le comportement des personnes en ville, on peut le modéliser de façon assez simple. Les personnes souhaitent à la fois un accès à l'emploi et un accès à la nature. Si les gens ne souhaitent qu'un accès à l'emploi, la forme la plus simple, c'est la ville ronde, c'est la ville compacte, qui a le plus petit périmètre pour le maximum de surface, ce qui se démontre aisément, ce qui veut dire que je ne le fais pas. Par contre, si on veut optimiser à la fois l'accès au centre et l'accès à la périphérie, on arrive à des villes extrêmement découpées, on arrive à des villes en doigts de gants, comme un peu l'a fait Copenhague, des routes, le tétragone, où on peut, par le transport collectif, aller ville au centre et à pied aller juste à la périphérie. Donc la ville, le confort paysager montre bien que le concept de ville compacte, la ville compacte n'a strictement aucun sens. Alors, plus personne n'en parle. Après, j'ai entendu parler de compacité verte, puis de densité douce. Puis maintenant, j'ai vu une séance de doctrinement de la DHUP sur l'intensification douce. Bon. Et donc, les mots évoluent, mais on commence à admettre que l'être urbain est également un être qui a une famille, qui fait autre chose que de travailler, et que la détente convient. Donc voilà à peu près ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre sur la vie privée. Alors ce que ça donne, le résultat, ben, il est évident. Il y a de façon culturelle une forte préférence pour les villes, avec au centre l'évêché, la préfecture, la mairie, le crédit agricole et les boîtes dans le temps on disait des bordels les plus fameux. C'est le côté culturel. Et puis ça continue, mais c'est là où le terrain est cher. Et donc ils vont des gens qui ont les moyens. Puis il y a un transport collectif. Du coup, en périphérie de ville, il y a des gens qui travaillent dans le centre, qui sont tenus par un réseau de transport collectif, qui sont les employés. Et puis ailleurs, eh bien maintenant, il y a l'industrie, il y a le logistique. Je crois que c'est Hervé Dupont qui l'avait fait remarquer au moment où on parlait de la loi SRU, de la lutte contre l'étalement urbain. Hervé Dupont a fait remarquer, refaire la ville sur la ville, c'est quoi? C'est fondamentalement utiliser les friches urbaines, les entrepôts. Il faut les mettre ailleurs. Et donc il ne peut y avoir densification que s'il y a extension urbaine, au moins pour les activités consommatrices d'espace et pour les activités qui ne peuvent payer que peu par mètre carré au sol. Donc en ce moment, les villes sont extrêmement simples. Il y a au centre les cadres dirigeants qui ont de l'argent. Il y a les étudiants, la connaissance est urbaine. Il y a les étudiants, c'est pour ça que l'occupation moyenne des villes à Lille ou à Bordeaux, il y a moins de 2 personnes par étudiant, par résidence principale. Et il y a plus de 30% parfois de résidences principales qui sont occupées par des étudiants. Les villes et les connaissances sont étudiants. Vous avez le monde rural, et maintenant il est d'abord ouvrier. 30% des gens dans le monde rural sont ouvriers. Ça veut dire que dans le monde rural, le diplôme le plus courant, c'est le BTS.
alors que dans les villes comme à Paris, on arrive à 30 ou à 40% de personnes qui sont à bac plus 5 et plus. Donc il y a une ségrégation spatiale, pas par les revenus, mais par les diplômes extrêmement nets, par les fonctions, entre les fonctions tertiaires et les fonctions de production, ça marche également pour les retraités. Je veux dire, un retraité qui ne produit pas a plutôt tendance à aller à un endroit où le coût de la vie n'est pas trop élevé et où la valeur de l'habitat n'est pas élevée. La terre urbaine, Alonso explique très bien, un retraité qui ne produit pas n'a rien à faire dans une ville dense. Il fait tomber la productivité générale. Et puis, de même pour la taille. Oui, la DEI l'a exprimé avec beaucoup de délicatesse, en disant que les enfants, au fond, les enfants, les retraités, ne produisant pas, le raisonnement urbain ne les prendrait pas en compte. Ben, il se trouve qu'ils existent. Il faudrait quand même que le raisonnement urbain les prenne en compte. Et voilà en gros comment ça s'organise avec la ségrégation par âge que j'ai indiquée. Alors la seule forte exception, c'est la région Île-de-France. On arrive à 1,35 chambres pièces par habitant. Alors là, l'explication est assez simple. On y entasse les immigrés. Vous prenez des immigrés, leur rêve, c'est pas de vivre correctement. Leur rêve, c'est d'abord de pouvoir envoyer de l'argent au pays. Donc ils acceptent être à 2 nominalement, plutôt 4 effectivement, dans des centres d'hébergement. Et en moyenne, ça donne 0,6 pièces par immigré et 1,6 sur les natifs. Donc on densifie en fait en entassant les immigrés. Et quand on regarde des départements comme le département de Seine-Saint-Denis maintenant, on voit qu'il y a plus de 50%, je dis bien 50% de la population active qui est immigrée. Alors immigré, c'est au sens du Haut Conseil pour l'immigration. Ça veut dire personne née étrangère à l'étranger. Une partie de ces immigrés sont français par la naturalisation, leurs enfants sont français, mais il faut avoir des chiffres globaux, pas besoin de parler de statistiques ethniques, 40%, plus de 50%, et Ville-Belle, on arrive à 50-60%. Alors après, on parle d'assimilation, d'acculturation, c'est compliqué. Donc voilà une physionomie de la France telle qu'elle est. Et donc le problème, c'est pas de partir de visions théoriques sur vive la densité, vive ça, c'est de dire, cette réalité étant là, comment je fais au mieux. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Tu pourrais prolonger comment on fait au mieux et après on fera le débat. Oui, d'ailleurs, alors comment on fait au mieux? Ben, je dirais, premièrement, il faut partir du réel et laisser de côté toutes les constructions théoriques insanes. La pire, évidemment, c'est le discours sur l'étalement urbain. Le mot étalement urbain n'est défini nulle part. Vous ne trouverez aucun texte de loi qui le définisse. Vous ne trouverez même aucun texte de loi qui l'utilise. Alors j'en ai trouvé un qui traînait, mais dans un exposé des motifs. Le texte de loi sur le code de l'urbanisme continue à parler de développement urbain maîtrisé. Le code rural parle de développement, d'organiser le développement rural. J'ai entendu un discours de Mme Sylvia Pinel, notre ministre actuelle, qui dit qu'il faut savoir organiser du urbanisme rural. Bon, l'urbanisme rural, c'est bien notamment construire en milieu rural, sinon ça n'a pas de sens. L'urbanisme rural, c'est pas l'immobilisme. De toute façon, le milieu rural, avec 30% d'ouvriers, ici, comme on dit, il faut réindustrialiser la France, ben, il faut bien construire des usines à la campagne, et donc des maisons pour les ouvriers, forcément également à la campagne. Donc ce que je dis, c'est qu'il faut éviter des mots qui n'ont pas de sens et des concepts qui ne s'appliquent à rien comme l'étalement urbain, d'autant plus que son utilisation a conduit à des catastrophes. On le voit bien notamment dans des villes moyennes. Au nom de la lutte contre l'étalement urbain, des autorités environnementales ont flingué tout ce qu'elles pouvaient comme lotissement. Et au lieu de faire 20 logements de façon proprette au centre-bourg, ça ne fait rien au centre-bourg, mais 20 logements dont on avait besoin peut disperser dans tous les hameaux. Alors, au lieu que les mômes aillent, puis ça, il y a l'école à pied au centre-bourg, ils vont, il y a une conduite d'enfants le matin en voiture. Donc ce fantasme contre l'étalement urbain mal défini a flingué les extensions urbaines raisonnables au profit d'un éparpillement vraiment de la construction sur l'ensemble du territoire. Donc il faudrait recommencer à raisonner proprement. Dans l'espèce humaine a le droit d'exister, hein, contrairement à des discours écolos sur articulation zéro, discours écolos parfois pris par un ministre, je ne les ai pas cités là-dedans pour ne pas attaquer les personnes.
L'espèce humaine a le droit d'exister, elle a le devoir de coexister avec tous les autres types d'occupation du sol, qu'elles soient écologiques, productives, forestières, etc. Le problème, c'est comment on organise la coexistence au mieux de tout le monde en travaillant sur tous les éléments, plutôt que de passer son temps à optimiser un élément en oubliant les autres. Voilà ce que je voulais dire pour faire. Donc, repartons du réel. Alors, il y a plein de choses du réel qui se passent bien. Je suis avec notamment Debreuil qui est là, on est membre du club Ville Aménagement. On voit des aménageurs qui travaillent dans des villes, qui travaillent de façon tout à fait propre, parce que quand ils font de la théorie, ils ne sont pas toujours extrêmement brillants, mais ils ont un cahier des charges, ils ont un terrain, ils ont un bilan à tenir, et au bout de 3 phrases, ils sont à fond dans le réel. Ils ne sont pas dans le réel, ils meurent assez vite et sont injectés assez vite. Ils n'ont pas le droit de ne pas être dans le réel. Bon. Mais il faudrait que tout le monde soit comme ça. Il faudra arriver à des délires de textes comme la planification urbaine, où à force de faire des textes qui planifient, qui empêchent l'action, qui inhibent l'action, on arrive à sortir des ordonnances pour dire ras-le-bol tout ça, on agit. C'est les ordonnances qui ont modifié le L306, qui disent maintenant on agit, et après que les bureaucrates adaptent les textes. Donc on arrive à des choses complètement derrière. On retrouve en pire la procédure ZAC telle qu'elle avait été invitée en 68 et qu'il avait fallu attendre 6 ans, mars 74, pour remettre sur les pieds. Remettons un peu de bon sens de tout ça. Et tout ça d'autant plus navrant qu'il y a en France tout à fait assez de professionnels pour aménager, pour piloter des opérations, pour concevoir, pour s'adapter à toutes les demandes. Il y a vraiment assez de bons professionnels. Il faut les laisser travailler en les encadrant proprement parce qu'il y a des lois, et en évitant d'avoir en permanence des discours de procès d'intention d'une façon ou d'une autre. Merci Olivier.